Il était venu informer le chef de l'État de l'avancement des travaux sur la découverte de gaz à Gumbel. C'est dans le nord du pays. Les travaux d'exploration se poursuivent pour d'autres gisements d'hydrocarbures à découvrir au Sénégal. Nous écoutons Andy Inglis à sa sortie d'audience. Ça fait partie des échanges qu'on a régulièrement avec le président de la République pour l'informer, pas en permanence mais régulièrement, de l'avancée de nos travaux. Comme vous le savez, Cosmos a foré un puits Gumbel l'année dernière qui s'est avéré être un puits positif, en ce sens qu'on a découvert des ressources de gaz. Donc on vient voir le président pour l'informer de l'état d'avancée de nos travaux et des relations qu'on entretient aujourd'hui avec la Mauritanie qui sont extrêmement positives. Le puits de Gumbel reste une découverte importante et majeure d'hydrocarbures au Sénégal, mais on continue à croire qu'il y a encore d'autres gisements à découvrir, qu'ils soient gazeux ou pétroliers ici au Sénégal. On continue toujours à évaluer les réservoirs, même si on a aujourd'hui des chiffres qui ont été annoncés dans la presse qui sont certains et qui constituent une bonne base. Le plus important aujourd'hui, le cœur du travail, c'est de continuer à travailler ensemble avec la Mauritanie, la SMH, qui est donc la compagnie nationale mauritanienne, et Petrosen, pour développer ensemble, dans les meilleures conditions possibles, ce gisement de gaz. On a 15 TCF de gaz. C'était le directeur général de Cosmos Énergie reçu par le chef de l'État. Dakar abrite la 33e session du Conseil des ministres du CAMES. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a présidé la cérémonie d'ouverture. Les ministres vont faire le bilan du travail accompli par le CAMES et dégager des recommandations. C'est un sujet que nous aurons un peu plus tard. Parlons du lancement du 3FPT, le Fonds de financement de la formation professionnelle qui vient apporter sa contribution à la lutte contre le sous-emploi et le manque de formation. La cérémonie a été présidée par le ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et de l'apprentissage, Mama Moussagna. 3FPT, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, se veut un véritable levier pour la performance. Un projet innovant initié par le gouvernement du Sénégal pour offrir aux jeunes Sénégalais des opportunités d'insertion dans le monde du travail. Nous avons toujours plaidé pour que cette place soit donnée à la formation professionnelle, à la formation technique, afin de donner aux entreprises les moyens de compétir, en tout cas avec un capital humain de qualité. Le 3FPT, une innovation majeure à travers un fonds de financement qui bénéficie de l'apport de nombreux partenaires qui ont confiance au Sénégal. L'objectif de ces interventions est de contribuer non seulement à améliorer l'offre de formation, mais également l'employabilité des jeunes, leur insertion sur le marché du travail, ainsi que la compétitivité des entreprises, qui sont, comme l'ont rappelé mes prédécesseurs à cette tribune, des facteurs cruciaux pour l'émergence du Sénégal. Les entreprises et organisations professionnelles, les jeunes en quête de qualification professionnelle ou porteurs de projets d'insertion, ainsi que les établissements de formation professionnelle et technique sont les bénéficiaires de ce projet très ambitieux. La mise en place du 3FPT concrétise ainsi la volonté du gouvernement de réformer le financement de la formation professionnelle afin d'optimiser les moyens disponibles et mobiliser également des ressources additionnelles pour répondre aux besoins croissants de formation dans tous les secteurs de l'économie. Le 3FPT s'est installé à Dakar dans ses nouveaux locaux. Ils ont été visités par le ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat, de l'apprentissage. Je vous le disais, Dakar accueille en ce moment la 33e session du Conseil des ministres du CAMES. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a présidé la cérémonie d'ouverture. Les ministres vont faire le bilan du travail accompli par le CAMES et dégager des recommandations. Céline Alunfal. La désignation du Sénégal pour abriter cette 33e session du Conseil des ministres du CAMES n'est peut-être pas un hasard si l'on prend en compte les efforts fournis par le gouvernement afin d'opérer des réformes pour réorienter l'enseignement supérieur sur une nouvelle trajectoire. Cette 33e session du Conseil des ministres du CAMES a été l'occasion de discuter de problématiques, mais aussi d'attirer l'attention de certains pays membres sur les contributions. Le Sénégal, pour sa part, est à jour concernant les cotisations. Le président de la République a octroyé
un demi-milliard au CAMES. Ce don a été affecté pour soutenir les programmes thématiques de recherche du CAMES, PRTC, sous forme de fonds compétitifs de recherche que nous avons dénommé Fonds Macky Sall de la recherche CAMES Horizon 2015-2019. Le CAMES a toujours fait l'effort d'entreprendre des réformes pour adapter les systèmes d'enseignement supérieur et de recherche africains aux standards internationaux afin qu'ils répondent aux défis de développement du continent. Les pays membres du CAMES traversent une période marquée par des réformes. La prise en compte des TIC devrait appuyer le développement de l'enseignement supérieur. Mais, mesdames, messieurs les membres du Conseil, vous l'avez parfaitement compris. Pour avoir posé la question de la problématique et les enjeux de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans nos programmes universitaires. Notre conviction est que le challenge du CAMES d'être une institution à l'expertise avérée dans ses domaines d'activité propres et une véritable structure régionale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur est largement à votre portée. Hormis cette 33e session du Conseil des ministres du CAMES, le Sénégal va organiser cette année, au mois de novembre, le concours d'agrégation en médecine. Parlons de ces 17 milliards de financement accordés, plus de 20 000 emplois créés. C'est le bilan présenté par le FONGIP, le Fonds de garantie des investissements prioritaires. Les administrateurs du fonds ont fait part de leur ambition d'augmenter l'accès au crédit des PME-PMI à hauteur de 200 milliards de francs CFA d'ici à 2017. C'est un compte rendu signé Fantabachi. Le FONGIP a démarré avec un budget de 7 milliards de francs CFA en 2013. En 3 ans, 17 milliards de francs CFA de financement sont accordés. Les bénéficiaires, 1500 GIE de femmes et de jeunes, 416 PME et PMI, 20 300 emplois sont créés. Depuis la mise en place du fonds, l'accès au financement est devenu une réalité pour bon nombre de porteurs de projets. En termes de résultats, nous avons pu atteindre en tout cas un effet important dans la réduction du taux d'intérêt appliqué aux PME et aux PMI. Comme vous le savez, avant le fonds de garantie des investissements prioritaires, le taux moyen de crédit accordé à ces PME et PMI tournait autour de 11,5%. Aujourd'hui, nous sommes à 8,75%. Un pari réussi pour le fonds qui s'est fixé comme objectif de créer 30 000 emplois par an et comme priorité de mobiliser assez de ressources financières. Cela passe également par un soutien accru de l'État central qui permettra au fonds de garantie de jouer son rôle majeur et d'impacter au niveau de l'économie nationale. Et notre objectif d'ici 2019, c'est d'atteindre les 250 milliards pour nous permettre de mieux jouer notre rôle fondamental d'appui pour le secteur financier, surtout d'appui pour le financement des PME au Sénégal qui représentent, je le répète, 85% de notre économie nationale. Le conseil d'administration s'est réuni avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers du FONGIP. Toutes les activités réalisées durant les 2 dernières années sont évaluées. De nouvelles stratégies sont définies pour améliorer l'offre de services. Nous avons pu en ces 2 ans être présents pratiquement dans les 33 départements, dans 33 des 45 départements au Sénégal. Les perspective que nous avons en 2016, c'est de toucher les 45 départements à la fin de l'année 2016. Pour relever le défi, nous sommes dotés d'outils stratégiques, comme vous le savez, et opérationnels, indispensables pour le pilotage des structures financières internationales. Aujourd'hui, le FONGIP n'a qu'une ambition, être l'un des piliers du plan Sénégal émergent et être une structure de référence reconnue par les institutions financières internationales. Le Conseil patronal des énergies renouvelables du Sénégal est lancé. C'est une nouvelle structure qui vise la diversification des sources énergétiques au Sénégal. Abdou Fall, l'ancien ministre de la Santé, dirige le COPERES et son lancement a réuni les membres de ce conseil donc, et le conseil d'administration à Basso.
Cette nouvelle structure vient renforcer le dispositif institutionnel du secteur des énergies renouvelables. Le COPER, Conseil patronal des énergies renouvelables, se veut un organe de consultation et d'échange. Il regroupe des opérateurs publics et privés au service du mix énergétique. L'énergie est le principal levier du développement économique et social d'une nation. Il était de notre devoir aujourd'hui de nous organiser davantage pour pouvoir jouer pleinement notre rôle en tant que secteur privé dans la promotion des énergies renouvelables et en vue de l'atteinte de l'objectif de 20% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique à l'horizon 2017. Qu'avec le concours des partenaires techniques et financiers, notre pays soit parmi les leaders en matière de production et d'accès à des produits énergétiques non polluants et de qualité. Les membres du COPER veulent s'investir dans la mise en place d'une plateforme des acteurs non étatiques afin de promouvoir des actions concrètes dans le domaine des énergies renouvelables. Outre son rôle de catalyseur des interventions du secteur privé, le COPERES permettra sans doute de mobiliser davantage les opérateurs privés pour la production d'énergie électrique à partir du solaire et d'autres sources d'énergie renouvelable. Le bureau a été dévoilé à la presse nationale et autres invités. À la tête de la structure Abdou Fall, qui est largement revenu sur les missions et objectifs du COPER. Cette nouvelle structure vient renforcer le dispositif institutionnel du secteur des énergies renouvelables. Le COPER, Conseil patronal des énergies renouvelables, se veut un organe de consultation et d'échange. Il regroupe des opérateurs publics et privés au service du mix énergétique. L'énergie est le principal levier du développement économique et social d'une nation. Il était de notre devoir aujourd'hui de nous organiser davantage pour pouvoir jouer pleinement notre rôle en tant que secteur privé dans la promotion des énergies renouvelables et en vue de l'atteinte de l'objectif de 20% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique à l'horizon 2017. Qu'avec le concours des partenaires techniques et financiers, notre pays soit parmi les leaders en matière de production et d'accès à des produits énergétiques non polluants et de qualité. Les membres du COPER veulent s'investir dans la mise en place d'une plateforme des acteurs non étatiques afin de promouvoir des actions concrètes dans le domaine des énergies renouvelables. Outre son rôle de catalyseur des interventions du secteur privé, le COPERES permettra sans doute de mobiliser davantage les opérateurs privés pour la production d'énergie électrique à partir du solaire et d'autres sources d'énergie renouvelable. Le bureau a été dévoilé à la presse nationale et autres invités. À la tête de la structure Abdou Fall, qui est largement revenu sur les missions et objectifs du COPER. Plus de 2000 hectares emblavés cette année à Matam pour la campagne risicole de contre-saison chaude. L'état des cultures en maturation donne beaucoup d'espoir aux producteurs qui espèrent de bons rendements. Et pourtant, la plupart de ces paysans sont à leur première campagne de contre-saison, un motif de satisfaction pour le directeur général de la SAED en visite à Matam, Oumoukal Somsal. Ce casier de Wodobéré est un exemple de réussite d'une politique agricole menée depuis quelques années par l'État du Sénégal. Les habitants de cette partie du département de Kanel étaient restés 30 ans sans cultiver du riz, faute d'aménagement. Cette première campagne, en phase de repiquage sur une surface de 113 hectares, fait renaître l'espoir dans cette localité. Enfin, Wodobéré entre dans le chemin de l'autosuffisance alimentaire, dressé par le président de la République. Et je pense que cette philosophie du président, c'est pour nous les populations. Nous avons 113,55 hectares, dont la totalité est emblavée. Mais nous sommes maintenant en phase de repiquage avec la nouvelle politique du chef de l'État. Les moyens, nous savons que des moyens colossaux ont été quand même dégagés. Bou, Ngano, Gouriki Koliabe, Uenu Boseyabe. Dans tous ces villages, la double culture est devenue une réalité. Dans des périmètres irrigués villageois réalisés dans le cadre du PRACAS, les épis sortent de terre. Si l'état des cultures à Kanel est le même dans les autres localités, nous atteindrons facilement l'autosuffisance en riz, même en 2016. Maintenant, chaque année, on fera 2 campagnes.
et on invite le président Macky Sall à venir visiter nos champs. Nous sommes très fiers de cet aménagement. Nul n'est parfait, mais quand même, vraiment, on sait, on a vu, on a mis nos forces et tout pour quand même arriver à ce résultat-là. Depuis 1976, on cultive du riz. Et vraiment, des aménagements pareils nous arrangent beaucoup. Nous allons faire la campagne hivernale, Inch'Allah. Le DG du SAED s'est aussi rendu dans les casiers de Orka Djehé et de Hamadi Ounaré. Partout, il a été accueilli par des producteurs confiants et reconnaissants envers les autorités étatiques. Nous remercions aussi, c'est-à-dire le gouvernement du Sénégal. Ces producteurs-là d'aller en contre-saison, c'est-à-dire chaude. Personne n'allait en contre-saison de Matam à Bakel. Alors l'année dernière, nous avons tenté, nous avons poussé jusqu'à avoir 400 hectares de contre-saison. Cette campagne, malgré les contraintes, quelques difficultés rencontrées, nous sommes partis donc de 400 hectares à presque 2400 hectares, multiplié presque par 6 ce qu'on avait fait l'année dernière. Ça, c'est le premier motif de satisfaction de cette tournée. Je suis trop heureux de voir des producteurs, pour l'essentiel, qui viennent de faire pour la première fois une contre-saison, mais qui, on peut le dire, comme ils l'ont dit, celui qui voit ses parcelles, sait que c'est réussi. Pour ces producteurs, l'autosuffisance en riz ne se fera pas sans Matam. Ils ont sollicité l'extension des aménagements, car le potentiel agricole de la région est loin d'être épuisé. Toujours dans la région nord, le projet agriculture irriguée et développement économique des territoires ruraux de Podor a été lancé hier. Il va mobiliser plus de 20 milliards de nos francs. L'objectif est de sortir les populations de la pauvreté. Lamine Touré. Des travaux intensifs pour être au rendez-vous effectif de la sécurité alimentaire dans la vallée du fleuve Sénégal, ici et partout ailleurs dans la zone, se dessine sûrement et lentement une vision intégrée de l'émergence. Ainsi, l'AIDP, le projet agriculture irriguée et développement économique des territoires ruraux de Podor, fait l'objet à la fois de sensibilisation et d'exécution sur le terrain. L'objectif est d'améliorer la sécurité alimentaire, également le développement économique des territoires ruraux de Podor, à travers 2 axes majeurs. L'axe 1 consiste à améliorer les conditions de production et de productivité, mais également de commercialisation des produits de l'élevage et de l'agriculture, mais également mettre en place un système de gouvernance et de gestion des ressources naturelles et foncières. Réhabilitation et extension de périmètres irrigués villageois, pistes de désenclavement, aucun aspect lié à la réussite du projet n'est laissé en rade. La dynamique communautaire a aussi fini par rassurer le maître d'ouvrage délégué du programme. Le projet est bien approprié, la concertation est là et à tout moment donc, on pourra évaluer les différentes étapes pour arriver à de très bons résultats. Ce comité départemental de développement a permis de camper l'objectif principal de l'AIDP. Producteurs, éleveurs et autres acteurs s'y retrouvent. Les pistes qui sont prévues, les routes qui sont prévues, surtout vous connaissez l'île Amorphile, donc c'est venu vraiment pour répondre à nos préoccupations, à nos attentes. C'est un projet qui la première fois avait fait 4 forages pastoraux et dans ma commune rurale d'Indiaïn Penda. La demande était très forte au niveau de cette zone de l'île Amorphile qui était vraiment une zone déshéritée par rapport aux aménagements hydro-agricoles. Et ce projet vient pour rectifier en tout cas ce déséquilibre au niveau du département de Podor. Le projet agriculture irriguée et développement économique des territoires ruraux de Podor est le fruit d'un partenariat fécond AFD État du Sénégal pour un coût global de 21 milliards de francs CFA. Il prend fin en 2019. Les résultats attendus sont de l'ordre de 26 000 tonnes de riz paddy par an et 6 700 ménages bénéficiaires dans le département de Podor.
Le nouveau contrat d'exploitation de l'AIBD, un consortium turc de deux entreprises, Souma et Limak, va gérer pour 25 ans le nouvel aéroport une fois les travaux terminés. Et 34% des actions de cette société de gestion seront contrôlées par l'État du Sénégal. Ce consortium, qui a également en charge la finalisation des travaux de l'AIBD, a signé la semaine dernière le 6e avenant sans incidence financière. Les termes du contrat passés à la loupe dans la rubrique économie avec Aramdao. Ça peut être encore plus vite que 8 mois. Souma Limak, tel le Messie que l'AIBD attendait pour sortir de ces 6 années de turbulence. Les raisons de l'optimisme, pas seulement dans les délais de livraison, à chercher d'abord entre les lignes de ce nouveau contrat et celui de 2006 avec d'apport. Dans ce contrat, le concessionnaire avait 100% des actions. Évidemment, le Sénégal n'avait pas du tout de part dans ce contrat. C'est un premier point. Le second point, c'est que dans le contrat qu'on a trouvé, le co-contractant exigeait 3,2% d'assistance technique sur les revenus bruts. Alors, face à cela, aujourd'hui, dans les négociations qu'on a pu obtenir avec le groupe Souma Limak, les démembrements de structures sénégalaises vont avoir au moins 34% de part dans la société à créer. En 6e avenant, sans incidence financière, c'est ce que scelle ainsi ce nouveau contrat avec redistribution des cartes. L'atout-maître ne semble pas avoir échappé au Sénégal. Dans ce contrat, il n'y a pas de TSA. Il n'y a pas de frais d'assistance technique à payer à Souma Limak. Il s'y ajoute que l'ancien repreneur qui était d'Apport avait estimé à un moment donné qu'étant donné la réduction des redevances passagers et sûreté de l'aéroport, la redevance passager est passée de 16 000 à 8 000 et la redevance sûreté de 4 000 à 2 000. À partir de ce moment, le modèle de gestion de cet aéroport n'était plus rentable. Plus rentable, du moins pour d'apport qui demandera la rupture du contrat à l'amiable. Aujourd'hui, pour Souma Limak qui se voit confier la gestion de l'AIBD pour 25 ans, le modèle demeure toujours viable. Et même mieux, ils acceptent de nous garantir une redevance de concession de 20% sur les revenus bruts. Cela signifie que sur la base de toutes les redevances qu'ils vont collecter, les redevances aéroportuaires et les redevances extra-aéroportuaires, les 20% seront reversés à l'État du Sénégal. Solide, sincère, efficace, 3 mots pour qualifier ce nouveau partenariat, des mots de la ministre des Transports aériens. Il nous permettra de bénéficier sous peu d'une infrastructure aéroportuaire d'envergure répondant à toutes les normes et standards de qualité qui va accroître la compétitivité et l'attractivité de notre économie. La confiance retrouvée, l'AIBD peut revoir son planning opérationnel. On a dit tantôt que Souma Limak nous promet cet aéroport dans les 8 mois. Il faut y ajouter 4 mois parce que même les préparatifs de transfert de Léopold Sédar Senghor à AIBD se feront concomitamment aux travaux. Cela signifie que 4 mois après les travaux, nous pensons avoir le premier vol sur cet aéroport. AIBD, nouvel épisode, sans doute l'épilogue. Les autorités y croient. Le consortium turc leur a promis une livraison de l'ouvrage en moins de 8 mois. La convention leur garantit aussi la préservation des emplois de l'ADS. Le consortium a en plus accepté de signer des objectifs de performance.
Voilà, le financement de l'aéroport international Blaise Diagne, sujet de la rubrique économie. Le Sénégal honoré, notre pays a été choisi comme invité d'honneur de la foire internationale de Flandre, c'est en Belgique. C'est du 10 au 18 septembre 2016, une première réunion de prise de contact entre les organisateurs et l'ACEPEX s'est tenue à l'ambassade du Sénégal en Belgique. C'était en marge du Seafood, le salon international des produits de la mer. Envoyés spéciaux par Belém et Anne-Marie Gomis. Pour un honneur, ça n'est vraiment temps. De simples invités à la foire internationale de Flandre, notre pays a tapé dans l'œil des organisateurs au point d'être choisi comme invité d'honneur de la prochaine édition prévue du 10 au 18 septembre 2016. Le Sénégal, c'est un pays qui n'est pas encore connu chez nous dans notre région. Et lors d'une rencontre avec l'ambassadeur du Sénégal ici en Belgique, l'idée nous est parvenue lors de l'une des éditions précédentes. Et à ce moment-là, on a regardé quels étaient les atouts, premièrement pour notre salon, mais deuxièmement aussi pour le Sénégal et pour aussi la publicité du Sénégal ici dans notre région. Au programme, partie grand public, rencontre B2B et culture. Un rendez-vous où le Sénégal est très attendu. C'est tout un honneur pour le Sénégal, mais également sur le plan économique. Ça va changer beaucoup de choses. L'objectif étant aujourd'hui de discuter techniquement des éléments en termes de faisabilité. Parce qu'il est important, avant d'aller vers une organisation aussi importante, d'abord d'étudier la faisabilité, les éléments techniques. Qu'est-ce qui est attendu d'une part comme de l'autre part. Il faut montrer la culture, l'authenticité du Sénégal tout d'abord, mais il faut aussi montrer tous les atouts que votre pays a à offrir aux entreprises belges pour venir investir dans votre bel pays. Une opportunité qui s'offre à notre pays dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Une possibilité de présenter les atouts de tous ordres, économiques particulièrement et commerciaux. C'est un moyen de promotion de l'ensemble des possibilités du Sénégal. L'événement n'est pas encore arrivé que déjà l'ambassade du Sénégal en Belgique se projette dans la participation de notre pays à cette foire. Le Sénégal s'est inscrit dans une certaine trajectoire, donc depuis l'avènement du plan Sénégal émergent. Donc le fait de faire la promotion du Sénégal, de vendre l'image du Sénégal quand même, devait mobiliser tout l'appareil administratif du Sénégal, notamment l'appareil diplomatique. Pour cet honneur fait au Sénégal, les organisateurs ont attribué à notre pays 1000 m², une vitrine que ne manqueront certainement pas de visiter les quelques 80 000 personnes attendues à ce grand rendez-vous. Le pèlerinage marial de Popenguine édition 2016, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de l'événement. Une rencontre nationale s'est tenue hier au ministère de l'Intérieur. Anaïs Nyanyamane. Dans une dizaine de jours, Popenguine, dans la région de Thiès, va accueillir le pèlerinage marial. L'État du Sénégal prépare activement ce grand événement religieux qui regroupe des milliers de pèlerins. Les organisateurs ont passé en revue les différents secteurs. Depuis déjà le mois de novembre, les commissions sur pied sont en train de préparer ce pèlerinage. Plusieurs autres rencontres beaucoup plus officielles à travers le comité local, la mairie de Popenguine-Dayan, le comité de développement avec le préfet de Mbour, le CRD avec le gouverneur de Thiès et aujourd'hui la rencontre avec le ministre de l'Intérieur. Des réunions pendant lesquelles nous avons pu aboutir petit à petit à beaucoup de résolutions, beaucoup d'engagements de la part des services régionaux de Thiès, des services départementaux de Mbour et même des services nationaux. Nous sommes satisfaits des engagements pris parce qu'ils sont pris suite à des demandes, à une expression de nos besoins, des besoins des différentes commissions. Pour l'édition 2016, les innovations sont prévues pour accompagner les pèlerins dans la prière. À partir de cette année plus tôt, nous voulons que tous les pèlerins puissent porter le badge pour principalement 3 choses. Nous permettre de faire de meilleures statistiques des pèlerins, entendez les vrais pèlerins, sachant qu'il y a des milliers de personnes qui se retrouvent à Popenguine, mais qui n'ont peut-être pas les mêmes motivations.
nous voulons à travers le badge faire le décompte petit à petit du vrai nombre de pèlerins avec l'esprit du pèlerinage. Deuxièmement, le badge aussi pour des questions de sécurité. Nous voulons savoir à travers le badge qui en fait partie et qui n'en fait pas partie. Et troisièmement, le badge qui sera rétrocédé au prix de 500 francs pour permettre à tout fidèle chrétien pèlerin de donner une modique contribution à l'organisation du pèlerinage. Tout est fin prêt pour la bonne tenue de l'événement selon le ministre de l'Intérieur qui présidait la rencontre nationale. L'État, à tous les niveaux, a pris les dispositions nécessaires pour une organisation parfaite du pèlerinage. Pèlerinage marial de Popenguine, édition 2016, d'instance moment de recueillement prévu du 14 au 16 mai. Le thème retenu cette année est « Comme Marie, soyons témoins de la miséricorde divine ». L'Ascension qui célèbre l'élévation du Christ au ciel et sa première rencontre avec ses disciples après sa crucifixion a été fêtée à Ziguinchor, moment choisi par les responsables de l'Église pour revenir sur la signification de cet événement. Bachir Ba. L'église Notre-Dame des Pauvres de Tilène a refusé du monde. La communauté chrétienne de Ziguinchor s'y est retrouvée pour célébrer l'Ascension. Un événement qui est perçu comme une libération pour les apôtres et les disciples. L'Ascension vient les libérer de leurs fausses attentes. Nous sommes portés nous aussi à rêver d'un royaume où tout serait donné, surtout les biens matériels, la richesse, le pouvoir. Jésus, au contraire, nous laisse avec les responsabilités des conflits à résoudre et des souffrances à vivre. Le royaume qu'il a inauguré est une réalité toute nouvelle, faite de services, d'amour gratuit, de liberté, de communion avec Dieu. Poursuivant son homélie, le vicaire de rappeler la dimension du Christ, un Christ présent partout et contemporain de tous. Jésus est maintenant le cœur du monde nouveau et la lumière qui attire tous les hommes vers lui. La présence de Jésus-Christ ressuscité est invisible, mais bien réelle encore, plus intensément et plus universellement dans le cœur de chaque homme. 40 jours après Pâques, la communauté chrétienne fête l'Ascension, une fête célébrée dans la foi et la ferveur dans la région sud. Dans les préparatifs du 136e appel de Seydina Limamou Laye, ce soir, nous nous intéressons à la Khadara de Malika. Chaque année, en prélude à l'appel, les jeunes organisent des conférences pour sensibiliser sur le thème le dialogue pour faire face aux crises qui secouent le monde. Ndeye Eledja. Malika, une localité importante dans l'histoire du mardi. Un lieu spirituel choisi pour démarrer la série de conférences sur le thème « Le dialogue, une solution aux crises actuelles », un thème proposé à toute la Oumma pour trouver les ressorts d'une vie sociale apaisée. Pour comprendre le thème, il faut essayer d'amener le soubassement des conflits que connaît le monde. Actuellement, tous les conflits que connaît le monde a un soubassement soit religieux ou ethnique. Donc s'il y a dialogue, on peut se comprendre que le monde est fait de différences dans les croyances, dans les modes de vie, etc. Quelques jours avant la commémoration de l'appel de Seydina Limamou Laye, les rencontres se tiennent dans différentes daïras de la confrérie layène. Les membres du comité d'organisation de l'appel sillonnent ces sites pour rappeler aux disciples les enseignements et recommandations du mardi. C'est aussi l'occasion pour eux de vulgariser la mission du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Depuis 2011, c'est la 6e édition et nous sommes le premier daïra de la communauté layène à avoir organisé une avant-première au niveau de cette communauté. Pour participer à la vulgarisation de la mission prophétique de Seydina Limamou. Oui, c'est pourquoi nous organisons cette activité. Pour rappel, l'appel de Seydina Limamou Laye sera commémoré les 8 et 9 mai prochains à Ngor, Cambérène et Je vous l'annonçais dans les titres, la rédaction démarre une série de reportages sur le marché Sandaga. Nous commençons par l'histoire du nom. Sand ou Sandaga, le commun des Sénégalais ne retient que le second, Sandaga, du nom de ce célèbre marché devenu le plus grand de Dakar. Pourtant, au départ, il ne s'agissait que d'un arbre appelé Sand. Parce qu'il était grand et touffu, il a favorisé petit à petit l'implantation d'un marché. L'historique de Sandaga, de l'arbre, a aujourd'hui un reportage signé Aram Ndao.
Rue Polol, angle avenue Émile Badiane. Ce que les habitués des lieux connaissent de l'endroit, ce sont ces bijoux qui ont fini par lui consacrer le nom de la Lourousse, le lit d'or. Ce qu'ils savent moins, c'est que c'est d'ici qu'est parti le nom du marché Sandaga. Il y avait un arbre qu'on appelait Sande. C'était un arbre géant qui avait beaucoup de feuilles et puis qui était très large. Tout le monde venait se mettre en dessous du palabre. Et c'est partant de là qu'on a traduit le mot Sande, l'arbre. On a donné ce nom-là à tout un quartier ou bien toute une place. Cette version de l'histoire du nom Sandaga est dans beaucoup de livres et sur toutes les lèvres des anciens. Il y avait un sand, un grand sand, et ce grand arbre a disparu depuis longtemps. Là-bas, il était là-bas. Le nom autochtone de l'arbre c'était Sand, et les gens avaient l'habitude de dire « je vais à l'arbre », Magidem Sandaga. Et sous cet arbre, donc se réunissaient les petits commerçants, vendeurs de lait, vendeurs de foin, etc. Et donc c'était le marché du quartier, donc qui a donné le nom au site actuel que l'on connaît. L'actuel marché date d'à peu près 8 décennies. L'ancien, qui se confond à l'arbre Sand, est plus difficile à dater, tout comme il est difficile de mettre la main sur l'arbre s'il existe toujours. On dit que c'est un grand arbre qui a les allures du baobab et dont les fruits ressemblent à ceux du baobab. Mais il faut reconnaître que notre Dakar, comme dit le Ndeyiro Aline Diagnebor, est devenu un cap béton. Ce n'est plus un cap vert avec une verdure. La verdure a pratiquement disparu et beaucoup des espèces anciennes n'existent plus. Lorsque l'arbre a disparu et qu'un premier site a été créé, ce bâtiment, en l'occurrence, le marché, s'est aussi fait appeler syndicat. Ce bâtiment était la maison des syndicalistes et semble-t-il les Sékou Touré, les Houphouët-Boigny fréquentaient cet espace. Et donc c'est cette maison des syndicalistes qui a donné son nom à l'espace occupé par le premier Sandaga, qui est devenu le marché syndicat, qui fut finalement délocalisé au niveau de Pikine. C'est l'actuel marché syndicat de Pikine. Donc on se rend compte là que l'histoire continue. Sandaga se déplace, devient un bâtiment, l'arbre Sand disparaît, et donc l'espace accueille un nouveau marché, le marché des fruits avec les mangues, comme on le voit à Pikine. C'était le décor qu'on avait lorsqu'on était plus jeune. Ce décor, c'est dans les extensions de Sandaga qu'on le retrouve désormais. Sandaga est devenu bien plus qu'un grand arbre à palabres. C'est à perte de vue que le marché s'étend désormais. Un creuset d'hommes et de marchandises au milieu d'un des 12 penches, Tchedem, témoin de toute l'histoire. Après l'historique de Sandaga, nous allons à la découverte de certains coins du marché, comme Rokhou Montre, Rokhou Baïfal, Rokhou Disquette ou encore Lalouourous, autant d'endroits où s'activent des personnes venues d'horizons divers et où se fait un intense business. Aminata Mbengfal. Le marché Sandaga est l'un des plus vieux lieux de commerce de la capitale sénégalaise. Au fil des années, se sont développés à côté du marché principal ce qu'on peut appeler des adventices. Sur cette allée qui passe presque inaperçue sont vendus des objets d'art, des tissus ou encore des habits en patchwork, d'où le nom de Rokhou Baïfal. Nous vendons des habits que nous appelons Ndiakhas au Sénégal, patchwork, comme vous le voyez ici. Il y avait des colliers, toujours, d'habitude. Il y avait qu'on appelle les sikara. Et les chaussures en cuir, par exemple, que les gens diourbellois font, tout qui est un peu touristique, quoi. Un autre coin peu connu et pourtant qui date de plus de 5 décennies, Rokhou Montre. Voilà donc l'adresse, et comme son nom l'indique, on y vend des montres, et les anciens trouvés sur place se rappelle encore le bon vieux temps où il faisait de bonnes affaires. Depuis 1982, nous commençons à... Je suis ici depuis 1982. Les montres venaient à l'époque des États-Unis. Elles étaient de marque Casino,
Citizen, Orion, et nous étions les seuls à vendre des montres haut de gamme à l'époque. Il y avait plus de bénéfices avant maintenant. La vente a beaucoup baissé. Bien que l'endroit garde toujours cette appellation de rock-montre, beaucoup de cantines évoluant dans la vente du matériel électronique y sont installées. Jusqu'à présent, on y vend des montres, mais il faut reconnaître que d'autres personnes qui s'activent dans la vente de matériel électronique ont investi le secteur. Avec le développement de la technologie, la vente de cet accessoire a pris un sérieux coup. Dans beaucoup d'appareils modernes, on trouve tout. Montres, radios, réveils, comme les téléphones portables, les machines à calculer et autres. Un autre accessoire dont l'activité continue de faire des heureux, la vente de l'or. Elle nous mène vers un endroit bien connu des femmes sénégalaises, la Lourouz. Cela fait plusieurs années que je fréquente ce bijoutier. J'achète tous mes bijoux ici, même la bague que j'ai mise, c'est lui qui me l'a vendue. Vieux de plus de 110 ans, la Lourouz est une référence sur le marché de l'or sénégalais. Les cantines ont été construites depuis 1960. Depuis lors, ça n'a pas changé. Actuellement, il y a un peu moins de 70 cantines. Autre endroit bien fréquenté par les jeunes filles, Roq Disquette. Ce sont les jeunes qui lui ont donné le nom de Roq Disquette. Avant, c'était un lieu de décharge des légumes. C'est pour éviter que les gens se perdent qu'on lui a donné le nom de rouk-montre. Ici, des habits, accessoires sont vendus à des prix abordables. Il y a des articles intéressants. En plus, c'est à la portée de toutes les bourses. Il y a aussi de la friperie ici, elle est de bonne qualité. En plus, les habits durent plus longtemps. Avec 10 000 francs, on peut avoir plusieurs articles. C'est rare de voir ça dans les autres coins. Sandaga et ses environs sont une zone de confluence pour des milliers de personnes, des gens d'origine, de culture et de conditions diverses. Le marché nourrit ceux qui le fréquentent, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs. L'autre aspect peu connu de Sandaga est la vente de produits alimentaires. Après l'incendie du bâtiment central, les vendeurs ont été déguerpis, mais beaucoup continuent encore à squatter les alentours pour retrouver leur fidèle clientèle. Vendeurs, acheteurs portent fait leur quotidien au marché Sandaga avec Oumoubale. C'est tout l'univers d'un marché classique que Sandaga décline à première vue. Légumes, viande, poissons, condiments et autres produits alimentaires y sont proposés par des vendeurs qui pour la plupart ont été déguerpis après l'incendie du bâtiment central. Ils squattent les alentours par habitude. La plupart des vendeurs ont fait 20 ans ici. Après l'incendie du bâtiment central, on nous avait recasé ailleurs mais ça ne marchait pas. Alors là, nous sommes revenus reprendre nos activités, mais on doit faire avec les rafles de la police. C'est cette même fidélité qui anime les rares clients qui s'approvisionnent ici, peu importe leur lieu d'habitation. Bon, là, c'est toujours mes clients. Je viens toujours là parce que j'habitais l'avenue du Plateau, avenue Card. Et depuis que j'étais enfant, c'est là où je venais avec les parents pour acheter le poulet. Depuis lors, j'ai gardé la coutume. Là, j'habite les Maristes. Bon, ce sont mes clients, je suis habitué à eux. Donc c'est pourquoi je viens toujours là, pour montrer quand même ma fidélité depuis mon enfance jusque-là. Pour certains vendeurs, en plus de la fidélité au lieu, c'est la position stratégique et la réputation de Sandaga qui dictent leur choix. Mes parents exerçaient par ici. Nous avons voulu continuer leur activité.
J'ai mes fidèles clients, j'ai fait une douzaine d'années ici à Sandaga. Pas besoin de faire de la publicité pour ce marché qui est très connu. Sandaga dafa doon tour boo xam ne tour bu yàgg la képp koo xam te ne si xam nga Dakar rek Sandaga tax nga xam Dakar. man maa ngi koy jëlee Yaraax ci tefes bi quoi jëm si fii mais damay jaay après ñëw taxaw fii nag fii mooy. Mon poisson, je l'achète à Yaraax. C'est le lieu où mes clients me retrouvent toujours. En plus, il y a beaucoup de restaurants tout autour. Eux, ils achètent d'habitude en grande quantité et ça fait mon affaire. oui borom restaurant yi nag moom bu ñu jënd du ñu jënd tuuti quoi. mooy gën yenn kii daal bu dul ñàkk pexe moom fii moo gën a neex a jaay jën. boo si jaayee ñetti restaurant ñeent rek sa journée day daal di kii. Cette demande fait aussi l'affaire des portefaix. Plus la charge est lourde, Partout, ils me payent entre 50 et 100 francs le sac. Quotidiennement, je peux avoir entre 4 000 et 5 000 francs. Ça dépend du liggéey bi mën nga am 3 000 mën nga am 4 000 waaw mën na am junni sax wala ñaari junni mën na am 5 000. Ainsi va le quotidien de ceux qui s'activent dans la chaîne de produits alimentaires à Sandaga. Ils ne demandent qu'une chose, la réhabilitation du bâtiment central qui faisait plus la réputation de Sandaga en haut lieu de business. La série se poursuit avec demain dans nos éditions d'autres sujets liés au marché Sandaga. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption poursuit sa tournée de mobilisation et de sensibilisation. L'étape de Bambey a été réservée exclusivement aux élèves. Ils ont dit non à toute forme de corruption ou de fraude. Thierno Amadoussi. Des élèves qui disent non à la fraude. À Bambey, ils ont aussi dit stop corruption. Dans les grandes artères de cette cité du Baol, ces jeunes gens ont démontré qu'ils comprennent de fort belle manière les missions de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC. Nous, collectif des élèves du département de Bambey, nous engageons résolument aux côtés de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, pour lutter contre la fraude et la corruption. En répondant favorablement à l'invitation de Mme Nafingom Keita, présidente de l'OFNAC, avec une aussi grande mobilisation, vous marquez d'une empreinte indélébile un des objectifs de cette journée. La mobilisation contre les fléaux que sont la fraude et la corruption. Cette forte mobilisation entre dans le cadre de la décentralisation des activités de l'OFNAC. L'ambition ici est d'inculquer aux jeunes de bonnes valeurs pour un Sénégal émergent. Vous ne vous êtes pas trompé de cible, parce que nous savons que la corruption, la fraude constituent un phénomène ou bien des phénomènes qui ont gagné en ampleur et qu'on retrouve dans tous les secteurs. Au soir, à Bambey, un public nombreux a apprécié cette belle prestation d'artistes comédiens, une pièce de théâtre pour sensibiliser davantage. Le département mobilisation et prévention de l'OFNAC va sillonner le Sénégal avec 3 objectifs clés: informer, former, sensibiliser. Ici à Dakar, le ministre palestinien des Affaires étrangères tire un bilan satisfaisant de la conférence internationale sur la question de Jérusalem qui vient de se tenir à Dakar. Par ailleurs, Riyad Malki se félicite du soutien constant du Sénégal au peuple palestinien et à ses droits inaliénables. Nous l'écoutons au micro de Ibrahim Mbo. Cette conférence internationale autour de Jérusalem est une conférence qui a été d'envergure. Nous la considérons comme très importante car elle évoque un sujet central sur la scène internationale qui est le sort de Jérusalem.
Comme vous le savez, il y a beaucoup de sujets internationaux qui ont capturé l'attention internationale et l'ont peut-être éloigné de la question palestinienne. Et c'est pour ça que c'était très important d'avoir une conférence qui réattire l'attention sur la question de Jérusalem. Et il n'y avait pas de meilleur lieu que Dakar pour tenir cette conférence. Et le Sénégal a été le pays hôte de cette conférence et nous avons amené des experts sur cette question pour s'exprimer afin que nous puissions aboutir à des recommandations concrètes qu'il faudra mettre en œuvre pour sauver Jérusalem. La question du soutien du Sénégal au peuple palestinien ne se pose pas, elle est acquise. Le Sénégal soutient la cause palestinienne, le peuple palestinien depuis son indépendance. Gouvernement après gouvernement, le Sénégal a toujours soutenu la cause palestinienne de manière continue, de manière forte, de manière soutenue. Et s'il y a un indicateur de ce soutien, c'est le fait que le Sénégal préside le comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien depuis sa création en 1974-75. Et donc, pour nous, c'est le signal de ce soutien sénégalais au peuple palestinien et à ses droits inaliénables. Et il suffit de voir le vote sénégalais aux différentes résolutions sur la question palestinienne, que ce soit à l'Assemblée générale, que ce soit dans d'autres cadres régionaux ou internationaux. Le Sénégal a toujours soutenu les résolutions en faveur du peuple palestinien. Sur l'international au Kenya, 6 jours après l'effondrement d'un immeuble à Nairobi, le bilan s'est alourdi. On dénombre 33 morts, 80 personnes sont toujours portées disparues. Ce jeudi, une femme a été retrouvée vivante dans les décombres. Sidna Lufal. Au Kenya, une femme a été sortie vivante ce jeudi des décombres d'un immeuble qui s'est effondré il y a 6 jours à Nairobi, causant la mort d'au moins 33 personnes. Elle avait été retrouvée ce jeudi matin par les équipes de secours qui ont mis plusieurs heures à la dégager des ruines de l'immeuble. La miraculée a été immédiatement transférée vers l'hôpital Kenyatta de Nairobi. Le bilan est de 33 morts, mais il pourrait encore s'alourdir car près de 80 personnes manquent toujours à l'appel. L'immeuble de 6 étages s'est affaissé sur lui-même dans le quartier populaire de Huruma en raison de pluies torrentielles et de la mauvaise qualité de construction. Plusieurs bâtiments se sont effondrés ces derniers